Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invité aujourd'hui, Jean-Carl Villedier, directeur du département Investment Properties Capital Markets chez CBRE, nommé dans la catégorie Conseil aux Pierres d'Or 2024. Avant d'entrer dans le détail de l'actualité de CBRE, Jean-Carl Villedier nous livre son ressenti quant à sa nomination aux Pierres d'Or. Écoutez, merci. Une nomination un peu surprise, pour tout vous dire. Je ne m'y attendais pas vraiment, voire pas du tout cette année. Je pense que les années précédentes, j'avais une activité et un département un peu plus impactant sur ce marché de l'investissement. Donc, j'ai été un peu surpris cette année que ça arrive, mon tour arrive. Globalement, c'est toujours honorifique et c'est toujours une certaine gratification assez appréciée d'être reconnu un peu par ses pairs et mis en avant dans ce marché. Et puis globalement pour CBRE, ça reste également une bonne page de publicité, de mettre en avant ses collaborateurs et ses équipes. Donc globalement, oui, une grande fierté. Vous le disiez, vous ne vous y attendiez pas, mais c'est peut-être aussi, ça arrive souvent, le travail récompensé de plusieurs années, pas seulement sur une année. Effectivement, alors on peut effectivement dire que ça correspond à une reconnaissance de 25 années professionnelles dans l'industrie immobilière. Donc oui, effectivement, on peut le prendre comme ça, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan du premier semestre ? Alors, je sais que on est au mois de juin, donc c'est un petit peu compliqué, mais quand même une idée pour CBRE en ce qui concerne donc les activités de conseil en immobilier, les principaux succès, les défis que vous avez rencontrés également. Globalement, le premier défi, c'est de pouvoir accompagner nos clients investisseurs et puis notre équipe dans un marché très très arrêté. On n'a pas été très habitué ces dernières années à un premier trimestre ou premier semestre même, globalement on peut l'intégrer dedans, aussi faible dans ses volumes, et nous jouons beaucoup sur les volumes. Donc ça a été un prisme très très différent. On l'avait déjà de toute façon testé dans l'année 2023 où il nous a fallu avoir une certaine résilience pour adapter notre modèle à un marché qui précédemment atteignait entre 30 et 40 milliards. Là, aujourd'hui, on a joué entre 5 milliards d'euros au moyen. Donc, forcément, ça a un impact non négligeable sur l'ensemble de l'activité. Donc, il nous a fallu, dans un premier temps, aider d'autres services, puisqu'on a accompagné quelques collaborateurs, toujours en interne chez CBRE, pour diminuer l'impact de l'investissement au bureau directement, et puis les accompagner dans d'autres services, type résidentiel, qui avaient des besoins chez nous, ou même retail. Donc globalement, ça a été de pouvoir garder ces forces vives à l'intérieur même de CBRE en les accompagnant. Après, on a eu quelques départs. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu également quelques départs. Donc tout ça a amené et accompagné l'équipe dans un équilibre, on va dire, entre une taille d'équipe et puis une taille de marché. Donc globalement, ça a plutôt été bien mené courant 23. 24 s'inscrit de toute façon dans cette logique-là de volume relativement faible et d'accompagnement des équipes. Notre défi, ça a été aussi de répondre à un autre besoin du marché qui a beaucoup changé au niveau structurel. Je mettrai le conjoncturel financier parallèlement à cela, mais structurellement, le marché a aussi changé post-Covid avec des utilisateurs qui ont délaissé des zones tertiaires, souvent en première ou en seconde périphérie de Paris. Donc forcément, ça a bougé un petit peu les lignes et les stratégies. Et il nous a fallu aussi nous adapter pour, et c'est encore vrai, et largement vrai encore sur 24, d'accompagner cette restructuration d'immeubles pour pouvoir leur donner une seconde vie. Donc se joue dans un espace-temps long, parce qu'on sait bien que c'est une équation à plusieurs variables par la ville, sa volonté de développer, sa volonté d'y mettre plus ou moins de résidentiel, plus ou moins de logements sociaux, plus ou moins de mixité. Et ça, je pense que c'est propre maintenant à toutes les villes et c'est pas propre qu'à Paris. Il y a vraiment une volonté des communes de mixer les immeubles. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine pour en plus avoir une équation financière pour le vendeur / le futur acquéreur. Donc tout ça prend du temps, mais ça s'inscrit dans un business plan long dont on sait bien que sur les 5-10 prochaines années, on va avoir énormément de mètres carrés de ce type à traiter. Donc ça a fait partie d'une volonté chez CBRE de développer par ce biais-là un nouveau service, donc de la restructuration d'immeubles qu'on a appelé Renaissance urbaine, qui s'appuie sur un logiciel assez détonnant, qui
coupe tous les immeubles de l'Île-de-France avec ses problématiques d'urbanisme et puis également toute sa technicité pour savoir si les immeubles sont propres au changement, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut changer les usages, mais encore faut-il que les immeubles s'y prêtent. Donc là, on a développé un gros logiciel qui nous permet de filtrer rapidement les besoins et puis également les immeubles à problème. Donc, par exemple, qui ont une durée de vacances relativement longue pour voir à quel point l'absence de rentabilité peut être impactante pour un investisseur. Et donc, à ce moment-là, de se dire qu'il y a peut-être une évolution de son parc immobilier à en attendre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre travail 24 et comme je vous l'ai dit, surtout sur une période encore plus longue. Le temps long qu'évoque Jean-Carl Villedier, c'est celui de l'immobilier. Comment le gère-t-on dans un contexte où, avec le réchauffement climatique, avec les normes environnementales et les modifications des usages à prendre en compte, il faut agir relativement vite? Réponse de Jean-Carl Villedier. Oui, c'est encore plus vrai dans notre métier commercial, puisque nous sommes quand même drivés par des chiffres annuels. Donc, effectivement, l'espace-temps long est souvent pas en lien avec cette volonté du chiffre et du court terme, quelque part. Néanmoins, on a la chance de vivre dans un grand groupe qui s'appelle CBRE, qui accompagne largement cette notion d'espace-temps. Et ça, c'est vraiment très confortable quand on travaille chez CBRE de pouvoir être dans cette logique d'accompagnement de la direction et de nos instances, même au-dessus, anglaises et américaines. Donc, on sait le gérer. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on sait faire le mieux de principe, de gérer l'espace-temps long, mais comme je vous le dis, aujourd'hui, la restructuration du marché nous y oblige. Et donc, j'aurais tendance à dire que nos habitudes passées, il faut aussi nous-mêmes se transformer par rapport à ça pour s'inscrire dans cette logique de construction et d'espace-temps long, un peu comme peut faire un promoteur. J'ai écouté ce matin le podcast de Samuel Gelrubin qui expliquait ça très bien sur l'espace-temps long que nécessite un projet immobilier. Donc voilà, nous on s'inscrit également dans cette logique-là de plus en plus. Alors avant d'aborder votre conception, enfin votre expertise sur du marché immobilier actuel, est-ce que vous avez des exemples de programmes, de transactions chez CBRE qui sont en cours actuellement et qui illustrent justement votre vision pour l'avenir du conseil en immobilier ? Oui, tout à fait. On a un appel d'offres en cours qui est plutôt maintenant dans cette phase d'exclusivité. C'est un sujet qu'on a appelé Total Hutchinson, qui est un immeuble de bureau à Levallois de 5000 m², qui est plutôt daté, qu'il convient bien évidemment de démolir et de reconstruire, et qui s'inscrit en plus dans une parcelle relativement grande pour la mairie. Donc, c'est tout un projet de ville en fait qui s'inscrit dans cette logique-là. La ville de Levallois nous y a aidé puisqu'elle a, fléché quelque part sa volonté et de résultat. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent in fine? Et ça nous a permis, nous, de driver l'ensemble de l'appel d'offres avec, un produit relativement cadré qui nous permet, du coup, de recevoir des niveaux de valorisation qui nous donnent la certitude d'aller au bout, parce que c'est toujours pareil, on peut bien se mettre d'accord, vous et moi, sur le changement, sur un prix et puis sur une affectation nouvelle, mais dans l'absolu, le coup près, c'est quand même la ville qui va, in fine, dire oui ou dire non. Donc, plus on arrivera à préparer en amont cette phase temps de déterminer les produits, plus ça sera un gain de temps a posteriori de pouvoir driver un appel d'offres. On sent bien que d'ailleurs, malgré la complexité de ce marché, les promoteurs ont plutôt été très présents. On a reçu une bonne quinzaine d'offres de grandes sociétés de promotion nationale qui montrent bien le besoin aujourd'hui de continuer à développer des sujets de ce type. Donc ça va donner lieu in fine à un produit résidentiel mixte de l'ordre de 10 000 m² qui va s'inscrire, je vous dis, dans un énorme pâté de maison et qui correspond un petit peu à la philosophie de ce que j'exprimais précédemment. On en a d'autres, bien évidemment. Là, on est en cours de due deal sur un sujet à Saint-Maurice, qui est un immeuble de bureau qui appartient à Périal, qui est mise en exclusivité avec un promoteur pour un développement autre que du bureau dans cette localisation qui aujourd'hui est un petit peu également délaissée par les utilisateurs du fait de modes de transport, par exemple, qui ne sont pas assez efficients. Voilà, on arrive à créer une nouvelle histoire immobilière par rapport à certains sujets. Donc, ça s'inscrit parfaitement dans ce que je vous expliquais précédemment. Alors justement, par rapport à ce marché compliqué, que vous analysez compliqué bien sûr, on sent dans vos propos, depuis le début de cet entretien, effectivement une vraie volonté chez CBRE d'avancer, et on sent aussi que vous êtes prudent sur ce marché immobilier. Comment vous l'analysez aujourd'hui ? Au vu des chiffres,
Tout ça m'invite bien évidemment à être prudent. Mais on sait bien qu'on vit dans des cycles, des cycles qui sont déterminés par le financier. On l'a subi pour les plus anciens avant 2010 avec Lehman Brothers, la crise de l'euro qui s'en est suivie, qui a rabattu énormément de cartes. On l'avait connu pour les là encore plus anciens. Vous aviez eu la crise Internet et puis en 90, vous aviez déjà une grande crise qui avait bouleversé les habitudes immobilières et qui l'a professionnalisé, mine de rien. Ça aussi, c'est un espace-temps qui devrait également changer. La financiarisation de l'immobilier est beaucoup plus marquée depuis 20 ans et devient maintenant un modèle qui s'oblige à s'adapter vite pour pouvoir toujours en dégager soit une partie de rendement, soit une partie de plus-value. Mais on voit bien que les acteurs sont beaucoup plus proactifs que précédemment du fait de cette grande financiarisation qu'on a dans nos métiers. C'est à peu près ça l'angle aujourd'hui et la prudence qui nous y invite parce que on est dans un marché financier, comme je le disais. Par exemple, prenons la problématique actuelle, on a peu d'argent corps sur le marché immobilier. L'argent corps aujourd'hui, pour aller convaincre un comité de positionner son argent en immobilier, invite à avoir des rendements plus relutifs que les marchés financiers, par exemple. Or, quand vous prenez les différentes classes d'actifs telles qu'elles sont aujourd'hui, ça va pas être durable, mais telles qu'elles sont même depuis 18 mois, vous prenez le placement en or, le placement en obligataire, qui sont aujourd'hui plus relutifs que l'immobilier. Alors, on va souvent me dire, oui, mais la contrepartie de la sécurité, la sécurité fait qu'en immobilier, pour pouvoir réinvestir par rapport à ces types de placements et réfléchir quelque part l'equity sur l'immobilier va nous obliger à avoir des rendements en adéquation avec cette concurrence qu'on a sur d'autres types de marchés. C'est en cela où c'est assez passionnant parce que ça nous oblige au jour le jour d'être très vigilants sur ce qui se passe chez les autres. Quand je dis chez les autres, c'est pas chez les autres acteurs d'immobilier, mais également chez les autres dans ce prisme financier. Et donc, nous invite bien évidemment à considérer qu'on a une certaine prudence à avoir parce que tout n'est pas à notre main. Donc, on est obligé de suivre et on est obligé de s'adapter. Ça veut dire quoi? Que la pierre n'est plus considérée aujourd'hui comme le placement idéal? On voit bien, de toute façon, ça rejoint un peu ce que je vous disais préalablement, c'est que dans certaines zones, là où on ne jurait que par le bureau parce que ça fonctionnait bien, aujourd'hui, il est largement re-questionné par le monde des utilisateurs. Déjà, ça nous oblige au niveau structuration du marché à se reposer des questions. Et puis, on a le conjoncturel qui fait que quand vous avez une poche de liquidité, vous la regardez sous un prisme pour certains immobiliers parce que c'est leur vocation, et puis d'autres qui ont une vocation plus large dans leur placement, qui les oblige aujourd'hui à arbitrer pour d'autres types de placements financiers. À l'inverse, ça peut nous y aider. Je vais vous donner un exemple. Le marché des assureurs. Les assureurs aujourd'hui avaient une allocation d'actifs immobiliers relativement importante qui, bien évidemment, par la dégradation des valeurs, baisse. Et puis, par l'augmentation des autres types de placements dans leur poche financière, fait que l'immobilier est sous-pondéré aujourd'hui. On peut donc penser demain qu'on aura une volonté de certains acteurs de repositionner un peu de capitaux sur le marché immobilier, techniquement. Mais bien évidemment, il y aura, et je pense que ça sera durable, il y aura une sanction à la localisation. Les fonds aujourd'hui ou les investisseurs seront encore plus vigilants que dans le cycle précédent sur la localisation, de sorte à assurer cette pérennité de rendement ou cette notion de plus-value attendue par un vendeur vis-à-vis d'un acquéreur. Dans ce marché immobilier qui provoque à la fois des sueurs froides aux professionnels tout en les boostant, en les obligeant à se réinventer quasiment au quotidien, y a-t-il des raisons d'espérer pour Jean-Carl Vildier et pour CBRE au niveau du conseil en immobilier? Réponse de notre nommé au Pierre d'Or dans la catégorie conseil, justement. Globalement, déjà, faut rester positif dans tous les métiers, mais même si on sent qu'effectivement le marché a été bouleversé, je participe régulièrement à l'ensemble des réunions locatives dans notre société et on sent bien un dynamisme. On sent le dynamisme présent. Alors oui, on n'est plus sur les 2 millions, 2,3 millions de mètres carrés placés, mais on est aujourd'hui, on va prendre l'année dernière, on est à 1,9 million. On anticipe cette année 2024 également un chiffre de l'ordre d'1,9 million. Et ce qui veut dire par là que tant qu'on a de la demande par des utilisateurs pour occuper des immeubles, l'immobilier a toute sa vocation. Et ça, c'est un signe positif parce que souvent, il y a cette notion depuis quelques trimestres d'office bashing. Oui, le modèle est en train d'être revu. Il est beaucoup plus hybride sur le marché européen. Il est très impacté sur le marché américain et il est quasi inexistant en termes d'hybridité sur le marché asiatique. On le voit bien, on a certains capitaux asiatiques, quand ils regardent l'immobilier, ils ne le regardent pas sous l'angle utilisateur qui ne vient pas venir dans l'immeuble. Eux, ils ont cette notion de dire les gens vont au travail et vont au bureau. Nous, on a un système plus hybride qui semble aujourd'hui avoir un petit peu trouvé son rythme.
Mais c'est vrai qu'on a également beaucoup d'acteurs américains qui sont habituellement des gens qui placent beaucoup d'argent dans l'immobilier, surtout en bas de cycle immobilier. Et là, nous sommes en bas de cycle, mais on les voit pas revenir parce que eux-mêmes, pour aller passer un comité aujourd'hui, entre leurs problématiques d'endettement chez eux et puis surtout d'usage où il y a plus beaucoup de salariés qui veulent venir au bureau, puis vous entendez bien que passer un comité pour leur dire le bureau, c'est la raison d'être, ils ont quelques questionnements. Voilà. Donc, ça va changer parce que les chiffres, comme je vous le disais, sont plutôt probants au niveau utilisation des mètres carrés de bureau, ne serait-ce qu'en France. Donc, on peut penser qu'on n'est pas à l'arrêt. Donc, d'où ce positivisme qui reste de rigueur parce qu'on voit bien qu'il faut s'adapter, mais que la possibilité du monde de la transaction reste encore assez forte. Pour terminer cet entretien, Jean-Carl Vildier, une question peut-être un peu plus personnelle. Comment vous et votre passion, notamment pour le sport, le jiu-jitsu, vous avez une belle carrière sur ces sports-là. Comment cette passion influence votre approche du travail et de la compétition dans ce domaine de l'immobilier ? Eh ben, écoutez, j'en fais souvent référence parce que pour moi, alors je vais le qualifier ainsi, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, le sport, c'est un peu l'école de la vie. Souvent, quand je passe un entretien ou je peux passer des entretiens pour embaucher, j'aurais limite envie de mettre un ballon sur un terrain et puis de voir un petit peu de quelle manière la personne se comporte parce que ça montre quelques signes de soit je m'inscris dans le collectif, soit je suis plutôt individuel, soit j'ai un peu peur, soit je suis très vivant. Donc ça montre bien un petit peu le vivre ensemble, ce qui est important dans une équipe pour la faire fonctionner collectivement, et puis qui montre bien un peu l'aspect des individualités, quoi. Le handball, pour ça, a été assez porteur pour moi, ne serait-ce que parce que ça m'a fait beaucoup voyager en France. Donc, j'avais déjà touché aux régions avant même de travailler. Et donc, après, quand j'ai travaillé, je me suis occupé, comme vous l'avez compris, quelques années des grandes villes de région. Donc, j'avais déjà un peu mis un pied dans cette logique. Mais c'est surtout le fait qu'il y a un vivre ensemble. Des fois, il y a des années où on était meilleur que d'autres, non pas parce que les individualités étaient nettement meilleures, mais c'est parce que le collectif en lui-même était plus fort. Voilà. Il y avait une vraie envie de jouer ensemble, il y avait une vraie envie de partager ensemble. Donc ça, c'est le côté collectif qui me représente bien. Et puis, alors, le jiu-jitsu, ça a été un peu par hasard, parce que je ne cache pas que j'avais aucune vocation à faire des arts martiaux. Ça fait maintenant une petite quinzaine d'années que j'en fais. Ouais, un peu moins de 10 ans. Un peu plus de 10 ans, pardon. Mais c'est surtout une école d'humilité. Là aussi, qui correspond pour moi un peu à la vie, c'est-à-dire on tombe, on se redresse, on recommence. Et on apprend tout ça à être avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul sur le caractère des uns et des autres. Voilà, ça vous rend plus humble, ça permet de se défouler aussi dans ce monde agité dans lequel nous vivons. Ça fait du bien de lâcher un peu prise et surtout de ne plus penser à rien, parce que je vous assure, quand vous avez mis un kimono et que vous êtes sur un tatami, vous ne pensez plus du tout à votre activité professionnelle. Et ça fait vraiment du bien de lâcher. Ce lâcher prise fait vraiment du bien. Donc, quelque part, pour moi, voilà, le sport représente un peu l'école de la vie sur son engagement. Le sport, école de la vie et aussi goût de la compétition, ça tombe bien puisque Jean-Carl Vildier, en tant que directeur du département Investment Properties Capital Markets chez CBRE, est nommé dans la catégorie Conseil au Pierre d'Or 2024. Qui en sera le lauréat ? Réponse le 26 juin prochain. Un grand merci à Jean-Carl Vildier pour sa disponibilité lors de l'enregistrement de ce podcast et bien sûr, un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.